Lettre 10. J'ai été dîner plusieurs fois à Saint-Ouen, chez le duc de Nivernais, qui avait là une fort belle habitation, et qui réunissait chez lui la plus aimable société qu'on puisse voir. Le duc de Nivernais, que l'on a toujours cité pour la grâce et la finesse de son esprit, avait des manières nobles et douces, sans aucune affecterie. Il se distinguait surtout par son extrême galanterie avec les femmes de tout âge. Sous ces rapports, je pourrais en parler comme d'un modèle dont je n'aurais point trouvé de copie si je n'avais pas connu le comte de Vaudreuil, qui, beaucoup plus jeune que M. de Nivernais, joignait à une galanterie recherchée une politesse d'autant plus flatteuse qu'elle partait du cœur. Au reste, il est devenu fort difficile aujourd'hui de donner une idée de l'urbanité, de la gracieuse aisance, en un mot, des manières aimables qui faisaient, il y a 40 ans, le charme de la société à Paris. Cette galanterie dont je vous parle, par exemple, a totalement disparu. Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. Le duc de Nivernais était petit, fort maigre. Quoique très âgé quand je l'ai connu, il était encore plein de vivacité. Il aimait passionnément la poésie et faisait des vers charmants. Je suis allée souvent aussi dîner chez le maréchal de Noailles, dans son beau château situé à l'entrée de Saint-Germain. Il y avait alors un fort grand parc admirablement soigné. Le maréchal était très aimable, son esprit, sa gaieté animaient tous ses convives, qu'il choisissait parmi les célébrités littéraires et les gens les plus distingués de la ville et de la cour. Le maréchal de Noailles avait un esprit original et surtout piquant. Il était rare qu'il pût résister au désir de lancer un trait malin. C'est lui qui répondit à Louis XV, mangeant à la chasse des olives qu'il trouvait mauvaises. « C'est sans doute le fond du baril, sire. » Ce mot reporte mon souvenir sur une femme dont je ne vous ai pas encore parlé, quoique je l'ai vue de fort près, une femme qui, sortie des derniers rangs de la société, a passé par les palais d'un roi pour aller à l'échafaud, et à qui sa triste fin fait pardonner le scandaleux éclat de sa vie. C'est en 1786 que j'allais, pour la première fois, à Louveciennes, où j'avais promis de peindre Madame du Barry, et j'étais extrêmement curieuse de voir cette favorite dont j'avais si souvent entendu parler. Madame du Barry pouvait avoir alors 45 ans environ. Elle était grande sans l'être trop, elle avait de l'embonpoint, la gorge un peu forte, mais fort belle. Son visage était encore charmant, ses traits réguliers et gracieux, ses cheveux étaient cendrés et bouclés comme ceux d'un enfant, son teint seulement commençait à se gâter. Elle me reçut avec beaucoup de grâce et me parut avoir fort bon ton, mais je lui trouvais plus de naturel dans l'esprit que dans les manières. Outre que son regard était celui d'une coquette, car ses yeux allongés n'étaient jamais entièrement ouverts, sa prononciation avait quelque chose d'enfantin qui ne seyait plus à son âge. Elle m'établit dans un corps de logis situé derrière la machine de Marly, dont le bruit lamentable m'ennuyait fort. Dessous mon appartement se trouvait une galerie fort peu soignée, dans laquelle étaient placés sans ordre des bustes, des vases, des colonnes, des marbres les plus rares et une quantité d'autres objets précieux, en sorte qu'on aurait pu se croire chez la maîtresse de plusieurs souverains qui tous l'avaient enrichie de leurs dons. Ces restes de magnificence contrastaient avec la simplicité qu'avait adoptée la maîtresse de la maison, et dans sa toilette et dans sa façon de vivre. L'été comme l'hiver, Madame du Barry ne portait plus que des robes peignoirs de percale ou de mousseline blanche, et tous les jours, quelque temps qu'il fît, elle se promenait dans son parc ou dehors sans qu'il en résultât aucun inconvénient pour elle, tant le séjour de la campagne avait rendu sa santé robuste. Elle n'avait conservé aucune relation avec la nombreuse cour qui pendant longtemps l'avait entourée. L'ambassadrice de Portugal, la belle Madame de Sousa et la marquise de Brunoy étaient, je crois, les deux seules femmes qu'elle vit alors, et durant mes séjours chez elle, que j'ai faits à 3 époques différentes,
j'ai pu m'assurer que les visites ne troublaient point sa solitude. Je ne sais pourquoi cependant les ambassadeurs de Tiposaï se crurent obligés d'aller visiter l'ancienne maîtresse de Louis XV. Non seulement ils vinrent à Louveciennes, mais ils apportèrent des présents à madame du Barry, entre autres, des pièces de mousseline très richement brodées en or. Elle m'en donna une superbe, à fleurs larges et détachées, dont les couleurs alors sont parfaitement nuancées. Les soirs, nous étions le plus souvent seuls, au coin du feu, madame du Barry et moi. Elle me parlait quelquefois de Louis XV et de sa cour, toujours avec le plus grand respect pour l'un et les plus grands ménagements pour l'autre. Mais elle évitait tout détail. Il était même évident qu'elle préférait s'abstenir de ce sujet d'entretien, en sorte qu'habituellement sa conversation était assez nulle. Au reste, elle se montrait aussi bonne femme par ses paroles que par ses actions. Et elle faisait beaucoup de bien à Louveciennes, où tous les pauvres étaient secourus par elle. Nous allions souvent ensemble visiter quelques malheureux, et je me rappelle encore la sainte colère où je la vis un jour chez une pauvre accouchée qui manquait de tout. « Comment, disait madame du Barry, vous n'avez eu ni linge, ni vin, ni bouillon ? Hélas, rien, madame. » Aussitôt nous rentrons au château. Madame du Barry fait venir sa femme de charge et d'autres domestiques qui n'avaient point exécuté ses ordres. Je ne puis vous dire dans quelle fureur elle se mit contre eux, tout en faisant faire devant elle un paquet de linge qu'elle leur fit porter à l'instant même, avec du bouillon et du vin de Bordeaux. Tous les jours, après dîner, nous allions prendre le café dans ce pavillon si renommé pour le goût et la richesse de ses ornements. La première fois que madame du Barry me le fit voir, elle me dit « C'est dans cette salle que Louis XV me faisait l'honneur de venir dîner. » Il y avait au-dessus une tribune pour les musiciens qui chantaient pendant le repas. Le salon était ravissant. Outre qu'on y jouit de la plus belle vue du monde, les cheminées, les portes, tout était du travail le plus précieux. Les serrures même pouvaient être admirées comme des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Et les meubles étaient d'une richesse, d'une élégance au-dessus de toute description. Ce n'était plus Louis XV alors qui s'étendait sur ces magnifiques canapés, c'était le duc de Brissac, et nous l'y laissions souvent parce qu'il aimait à faire sa sieste. Le duc de Brissac vivait comme établi à Louveciennes, mais rien dans ses manières et dans celles de madame du Barry ne pouvait laisser soupçonner qu'il fût plus que l'ami de la maîtresse du château. Toutefois, il était aisé de voir qu'un tendre attachement unissait ces deux personnes, et peut-être cet attachement leur a-t-il coûté la vie. Lorsqu'avant l'époque de la Terreur, madame du Barry passa en Angleterre pour y retrouver ses diamants volés, qu'en effet elle y retrouva, les Anglais l'avaient très bien reçue. Ils firent tout pour l'empêcher de retourner en France, au point qu'au moment de son départ, des amis dételèrent ses chevaux de poste. Le seul désir de rejoindre le duc de Brissac, qu'elle avait laissé caché dans son château de Louveciennes, la fit résister aux instances de ceux qui voulaient la retenir à Londres, où la vente de ses diamants pouvait la faire vivre dans l'aisance. Elle partit pour son malheur et vint retrouver le duc de Brissac à Louveciennes. Fort peu de temps après, le duc fut arrêté sous ses yeux et conduit en prison à Orléans. C'est là qu'on vint le chercher, lui et 3 autres, pour les transporter, disait-on, à Versailles. Tous les 4 furent mis dans un tombereau, et à peine à moitié chemin, tous les 4 furent indignement massacrés. On porta la tête sanglante du duc de Brissac à madame du Barry, et vous imaginez ce que l'infortunée dut souffrir à cette horrible vue. Elle ne tarda pas elle-même à subir le sort réservé alors à tous ceux qui possédaient quelque fortune, comme à ceux qui portaient un grand nom. Elle fut trahie et dénoncée par un petit nègre nommé Zamore, dont il est question dans tous les mémoires du temps, pour avoir été comblé de ses bienfaits et des bienfaits de Louis XV. Arrêtée, mise en prison,
Madame du Barry fut jugée et condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire à la fin de 1793. Elle est la seule femme, parmi tant de femmes que ces jours affreux ont vu périr, qui ne put soutenir l'aspect de l'échafaud. Elle cria, elle implora sa grâce de la foule atroce qui l'environnait, et cette foule s'émut au point que le bourreau se hâta de terminer le supplice. Ceci m'a toujours persuadé que, si les victimes de ce temps d'exécrable mémoire n'avaient pas eu le noble orgueil de mourir avec courage, la terreur aurait cessé beaucoup plus tôt. Les hommes dont l'intelligence n'est point développée ont trop peu d'imagination pour qu'une souffrance intérieure les touche, et l'on excite bien plus aisément la pitié du peuple que son admiration. J'ai fait 3 portraits de Madame du Barry. Dans le premier, je l'ai peinte en buste, petit, 3/4, en peignoir, avec un chapeau de paille. Dans le second, elle est vêtue en satin blanc, d'une main elle tient une couronne, et l'un de ses bras est appuyé sur un piédestal. J'ai fait ce tableau avec le plus grand soin. Il était ainsi que le premier, destiné au duc de Brissac, et je l'ai revu dernièrement. Le vieux général à qui il appartient a sans doute fait barbouiller la tête, car ce n'est point celle que j'ai faite. Celle-ci a du rouge jusqu'aux yeux, et Madame du Barry n'en mettait jamais. Je renie donc cette tête qui n'est point de moi, tout le reste du tableau est intact et bien conservé. Il vient d'être vendu à la mort de ce général. Le 3e portrait que j'ai fait de Madame du Barry est chez moi. Je l'ai commencé vers le milieu de septembre 1789. De Louveciennes, nous entendions des canonnades à l'infini, et je me rappelle que la pauvre femme me disait « Si Louis XV vivait, sûrement tout cela n'aurait pas été ainsi. » J'avais peint la tête et tracé la taille et les bras. Lorsque je fus obligée de faire une course à Paris, j'espérais pouvoir retourner à Louveciennes pour finir mon ouvrage, mais on venait d'assassiner Berthier et Foulon. Mon effroi était porté au comble, et je ne songeais plus qu'à quitter la France. Je laissai donc ce tableau à moitié terminé. Je ne sais pas par quel hasard monsieur le comte Louis de Narbonne s'en trouva possesseur pendant mon absence. À mon retour en France, il me l'a rendu, et je viens de le terminer. Le triste contenu de cette lettre m'avertit que je suis arrivée à l'époque de mon existence dont je voudrais pouvoir perdre la mémoire, dont je repousserai les souvenirs, ainsi que je le fais bien souvent, si je ne vous avais promis le récit sincère et complet de ma vie. Il ne s'agira plus maintenant de joie, de souper grec, de comédie, mais de jours d'angoisse et d'effroi. Et je remets à vous en parler dans mes premières lettres. Adieu, cher.